toutes les autres. Donc, pardon, notre ami Larsen dans les parages, désolé pour cela. En tout cas, bonjour à tout le monde, c'est une grande joie de pouvoir être des vôtres. Et c'est peut-être même une petite tradition désormais que de tendre vers les grandes vacances d'été avec cette charmante étape au Vinatier tous les ans. En tout cas, c'est une joie. Merci encore à toutes les personnes qui, de par leur travail, de par leur engagement, rendent cette rencontre possible. Je m'étais quelque peu aventuré en proposant un titre hasardeux pour cette petite discussion ou présentation. Je présente mes excuses aux personnes ayant pu être déstabilisées par le titre de la présentation, mais néanmoins, voilà, je mets un tag timer. Néanmoins, peut-être qu'on aura un petit moment néanmoins amusant à ce sujet. En général, dans les films et les diverses présentations faites sur l'amour et l'autisme, on a tendance à présenter une sorte de vision thérapeutique de l'amour par rapport à l'autisme. En d'autres termes, qu'il y aurait quelque chose de thérapeutique dans l'amour pour, entre guillemets, guérir de la psychose infantile, de l'autisme. Voilà. Alors, il y a un moment tout à fait intéressant à cet égard pour toutes les personnes qui ont vu et qui connaissent le remarquable film qui a véritablement marqué un point d'inflexion dans l'histoire de l'autisme en France, à savoir Le cerveau d'Hugo. Eh bien, dans ce film, il y a un point intéressant, le concept justement que la libération d'ocytocine susciterait un changement majeur dans la conduite de l'acteur principal ou du héros, et donc, entre guillemets, le sortirait de son, que sais-je, inhibition, état autistique, que sais-je, en tout cas, l'amènerait vers un meilleur fonctionnement. Ce point-là est souligné dans la partie fiction de ce film. D'une façon un peu plus complexe, peut-être subtile, des notions similaires sont présentes dans le film que peut-être certaines personnes parmi nous connaissent, à savoir Le goût des merveilles. Donc le goût des merveilles sorti il y a, je perds la notion du temps, 1 an et demi maintenant, si je ne m'abuse, et donc qui montre cette histoire d'amour entre deux personnages, donc les acteurs Virginie Efira, Benjamin Laverne. Et en fait ici c'est très intéressant parce que c'est plutôt l'actrice de Virginie Efira qui est concernée par cette sorte d'évolution, puisque au contraire le comportement de l'acteur, donc qui est censé incarner un personnage autiste, n'évolue pas réellement d'un bout à l'autre du film. Par contre, elle donc est en quelque sorte libérée à l'amour, si j'ose dire, grâce à 3 facteurs essentiels: la fin des soucis financiers, grâce au génie et aux divers talents du jeune adulte autiste qu'elle rencontre. D'autre part, le fait que ses propres enfants à elle la soutiennent dans cette démarche, à savoir donc d'entamer une histoire amoureuse avec ce personnage nouveau. Et puis l'élément décisif, si j'ose dire, ce sont évidemment les merveilles en tant que pâtisserie. Voyez. Si vous me passez ce petit mot, Virginie Efira serait ravie de s'engager dans le domaine de l'autisme, de venir à des présentations, des projections du film, dans la mesure évidemment de son agenda chargé. Pour l'heure, ça n'a jamais été fait, mais s'il y a une personne qui souhaite se lancer dans l'aventure, c'est tout à fait possible, il faut le savoir. Et puisque nous sommes un peu dans la rubrique des petites annonces, je me permettrai d'en faire une deuxième, à savoir donc sur les merveilles. Justement, je vous propose de faire des merveilles ensemble. Claude Cara, présent sans doute parmi nous ici, et votre serviteur a une sorte de petit projet amusant.
de constitution d'un livre de recettes de cuisine liées à l'autisme, un livre merveilleux évidemment. Donc chaque famille, chaque personne autiste est chaleureusement conviée à proposer, envoyer une ou plusieurs recettes de cuisine. Ne soyez pas intimidés, vous pouvez difficilement faire pire que moi-même parce que je proposerai les désormais brevetés spaghettis au sucre. Voyez, ne soyez donc pas intimidés. Toutes les recettes que vous pratiquez sont intéressantes. Un site a été très gentiment créé par notre ami Claude. Il s'appelle autischef.com, est disponible dans vos langues préférées. N'hésitez donc pas. Voilà, de la parenthèse, on profite des choses pour faire des petites annonces, mais peut-être que c'est pour la bonne cause également. Mais ceci étant, dans les grands films et les grandes stars sur l'autisme, comment ne pas, je dirais, mentionner celle qui est probablement devenue la femme ou la jeune femme autiste la plus célèbre au monde, à savoir Tina Belcher. Souvent dans les pays de langue anglaise, quand on est, je dirais, poussé à parler de l'autisme, le nom qui remonte ou qui revient en premier, ce n'est pas forcément Temple Grandin. Désormais, c'est Tina Belcher qui a ravi la première place de la célébrité. Donc, Tina est présente sur cette image. Question à $1000, c'est laquelle? Je pense qu'on le devine relativement vite. Pour l'anecdote, j'étais l'autre jour dans un collège du sud de la France. Et donc là-bas, ces jeunes n'avaient pas forcément idée que la couleur bleue était associée à l'autisme. Mais néanmoins, ils ont deviné d'emblée, immédiatement, que Tina était bel et bien celle-ci. Parce qu'elle a une coiffure, disons, de qualité analogue à la mienne. Et elle porte des lunettes qui probablement, pardon pour ma tournure fort peu diplomatique, ne sont pas en adéquation avec son jeune âge. Un certain type de regard ou de posture peuvent également laisser soupçonner quelques petites choses bien connues au pays des gens autistes. Bref, en tout cas, c'est la famille Belcher autour de laquelle tourne la série américaine Bob's Burgers. Donc, Bob's Burgers est une série extrêmement vue et connue dans le monde anglophone. Elle n'a jamais été diffusée en Europe continentale, à ma connaissance du moins. Et elle existe sauf erreur depuis 2011. Et elle met en scène cette petite famille, je dirais, qui se veut typique de l'Amérique profonde, et notamment Tina, celle qui est devenue la vraie héroïne de la série et qui est porteuse d'autisme, âgée de 13 ans actuellement. Elle vieillit lentement avec les diverses années pendant lesquelles se déploie la série. Et alors, donc, juste pour la présenter très brièvement, avant de regarder quelques situations qui pourraient nous intéresser. Donc, Tina a 13 ans actuellement, s'habille en bleu, presque systématiquement. Les rares fois où elle n'est pas en bleu, c'est que des problèmes approchent. Voilà. Également, Tina a une voix très particulière, vous l'entendrez. Ne soyez pas déstabilisés ou intrigués, on s'y habitue assez vite, mais cela a été fait exprès, justement pour rendre les particularités d'élocution de beaucoup de gens autistes. Et également, et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cela, Tina tombe amoureuse des garçons dont le prénom commence par un J. Bon, je devrais faire un peu attention peut-être, mais bon. En tout cas, son grand amoureux, on le verra si on a un moment, c'est évidemment Jimmy Jr. Vous comprenez bien pourquoi un double J, voilà. Mais il y a aussi un autre qui s'appelle Joe, voilà, nous verrons ces beaux gosses dans un instant, si vous le voyez bien. Mais tout d'abord, place au générique pour être dans l'ambiance ou l'humeur générale de notre petit feuilleton. Donc, si cet ordinateur capricieux veut bien faire son boulot, vas-y. C'est fini, on n'a plus de son. Pourtant, tout à l'heure, ça marchait. Désolé.
moi je ne peux pas le remonter ici. C'est bon? D'accord. On y va. Voilà, donc comme vous l'avez compris, le restaurant a été frappé par beaucoup de catastrophes, donc d'où les cérémonies de réouverture, bref. En tout cas, place à, on aura le temps de voir juste deux brefs extraits à propos de notre camarade Tina. Par exemple, cet extrait-là où Tina apprend le eye contact, le contact visuel. Voilà, donc c'est évidemment dans le principe du cerveau d'Hugo, à savoir que la libération peut-être d'ocytocine liée à l'état amoureux de Tina qui facilite un peu ce contact visuel ou oculaire, que sais-je. Donc regardons si vous le voulez bien. Bon, ce sera un peu acrobatique avec le micro, mais bon. Donc, bref. Dans un établissement scolaire américain, les élèves ont toujours des casiers de ce type. Donc regardons ce qui se passe. Voilà Joe, le beau gosse dont je vous parlais. Wow, eye contact. Vous avez entendu? Wow, eye contact. Joe a regardé Tina. Et là, c'est évidemment un peu ironique parce que voilà une jeune femme autiste qui est préoccupée par les problèmes de eye contact des non-autistes. Il y a toute une forme d'humour un peu subtil, mais bon, bref. Alors, toute la question, c'est de savoir comment Tina va multiplier ces situations de eye contact avec le beau gosse. Regardons ça. Bon, ça, c'est toujours le... Did I just have significant EC with Joe Harrison? Donc là, elle se demande, est-ce que j'ai bel et bien eu ici, donc eye contact, un contact visuel significatif avec Joe. Voilà. Et en l'occurrence, elle finit par se convaincre que c'était bien le cas. Donc les choses sont bien engagées, je crois. Mais le problème, c'est que Joe n'est pas un enfant de cœur et visiblement il a fait des bêtises par ailleurs et a été puni par, comment on appelle ça, de la permanence, une retenue. Voilà. Donc c'est ce que nous allons voir de suite. Look at me. Look at me. Joe, where do you think you're going? You have detention, young man. Voilà. Donc le prof dit à Joe, où vas-tu comme ça? T'as oublié que tu étais retenu à cause d'une quelconque bêtise sans doute qu'il a faite. Vous comprenez ce qui se passe? En fait, Tina, c'est inouï, normalement il ne fait pas ça. Mais Tina fait exprès des bêtises maintenant pour être punie aussi. Et le rejoindre, je dirais, pendant sa retenue. Cela me fait penser à une situation quelque peu personnelle, certes légèrement différente. Lorsque j'étais plus jeune, du temps de mes jeunes années, eh bien, à l'école, parfois, pour être privé de récréation, parce que la récréation est le moment de tous les abus, comme l'honorable Assemblée le sait, hélas, eh bien, j'avais parfois des comportements analogues à ceux de Tina. Mais ce n'est pas tout. Pour vous dire que Tina est devenue très fort dans l'imitation de certains mauvais comportements. Écoutons ça. Tina, what's going on? Your mom? Bon, je ne sais pas si on a bien entendu, mais en gros, le prof demande à Tina, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Tina répond, ta mère. C'est peu psychanalytique, bon, mais bon, en tout cas, Tina rejoint son amoureux en retenue. Voilà, d'ailleurs, c'est très joli, ça évoque la porte d'une prison, quoi. Bon, c'est bien décidé, mais bon, bref. Donc voilà, Tina est installée et Joe sera installé ou assis un peu derrière. Et évidemment, Tina voudra faire en sorte de le regarder
pendant la retenue. Et malheureusement, un autre, sauvageon, comme l'aurait dit un personnage connu, s'installe entre les deux et bloque donc la vue de Tina sur le beau gosse. Lightning strikes twice. I have a perfect angle. Don't sit down there. No, 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 no. Damn it! Donc Tina, évidemment, voudra forcer le destin, si j'ose dire, en se penchant de plus en plus pour essayer de l'apercevoir. Mais les gens autistes ont parfois des problèmes de motricité, et vous devinez la suite, j'en suis sûr. Voilà. Ensuite, deuxième stratégie de Tina, c'est une stratégie, j'allais dire, trigonométrique, hein, qui consiste à décaler la table petit à petit. Hein. Regardons cette stratégie-là. I can turn my desk. If I move the desk an inch every 5 minutes. Donc, l'idée, c'est de tourner le bureau de 1 pouce toutes les 5 minutes. Et je crois que dans 90 minutes, elle sera bien orientée. Mais ça ne se passera évidemment pas comme prévu. Hein. 9 minutes. Tina, no moving your desk. Arrête de boucher hein, ton bureau. Hein, voilà. Am I crazy or is that spark we had gone? Donc la Tina commence à être prise d'un doute. Elle croit que Joe ne s'intéresse plus à elle. Ça, c'est la théorie de l'esprit qui est parfois problématique. So awkward. Knowing he's back there, expecting me to look at him the way I've always looked at him. I've got to show him my breakup vibes. He took that pretty well. Bon, c'était un plein succès, paraît-il, je ne sais pas. En tout cas, en voyant ce genre d'épisode, je suis assez désagréablement surpris de constater que Tina, 13 ans, semble bien plus avancée que votre serviteur, mais bon, voilà, ça c'est un premier épisode, dirions-nous possible, mais les choses sont, comment dire, parfois plus compliquées. Hein. Et en l'occurrence, si vous le permettez, on peut voir juste un autre élément ou fragment d'épisode plus ou moins similaire, mais cette fois avec le grand amoureux, hein, parce que Joe c'était juste un numéro 2. Hein. Là on entre vraiment dans la catégorie numéro 1, à savoir Jimmy Jr., hein, le double J. Hein. Donc voici un peu, ça se passe toujours au même endroit, donc en classe avec les casiers là. Donc Jimmy c'est celui-là, il ouvre son casier et que voit-il? Voilà. Donc évidemment il y aura des moqueries inévitables avec un jeu de mots plus ou moins douteux hein, qui sera dit maintenant. Oh, I've seen Cantina, but never Cantina. Donc j'ai vu du cantina, du cantuna, donc du thon en conserve, mais je n'ai pas encore jamais vu du cantina ou du tina en conserve. Bon. Ce n'est pas forcément du meilleur goût hein, comme blague, mais bon, bref. Oui, alors celle qui vient de passer, c'est l'une des camarades de classe de Tina qui la harcèle constamment parce qu'elle la juge moche, etc. Bref, c'est d'autres épisodes. Oh, hi, Jimmy Jr. It's like us padlocks in a box. And... Ah, donc elle essaie de saluer Jimmy Jr., mais je ne suis pas sûr que son ton de voix soit parfaitement adapté à la situation et que sa position corporelle soit, je dirais, idéale hein, pour cette douce entreprise de séduction. Okay. How did you know my locker company? Donc la question que se pose ou que pose Jimmy Jr. est évidemment comment tu as deviné la combinaison du coffre-fort, pardon, de la serrure. Et évidemment, parce que chaque casier est fermé avec une certaine combinaison. Et à votre avis, que répondra Tina? Eh bien, facile, il n'y a que quelques milliers de combinaisons à tester. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un truc assez drôle. Beaucoup
Un certain nombre de mes amis autistes sont, j'allais dire obsédés, mais sont passionnés par le fait de déverrouiller des appareils, de trouver toutes sortes de combinaisons, que ce soit à la caisse du supermarché ou l'ordinateur familial ou autre. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dû me résoudre à adopter un système de sécurité beaucoup plus, je dirais, brutal et anti-autiste, à savoir acheter un ordinateur rouge. Comme ça, on a la certitude que la plupart des gens autistes éviteront de le toucher. Bon, je plaisante un peu, même il y a presque du vrai. Is there anything else I could assist you with? Donc elle demande de la voix la plus douce possible. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour toi? Bon, bref. You should get my science book. This Donc il veut son livre, bref, donc elle va le lui donner. Thanks. You know, I could also assist you with your magic act as your magician's assistant. Classy, like a lady butler. Okay. Je I suis guess pour- we can do that. Je vais juste montrer quelque chose après, je vais avoir juste ça. Practice after school. Oh, okay, cool. See ya. Yes. What? Oh, I just found a cool book I've been meaning to read. Oh, mine. Oh, That's it. can I borrow it? No, I don't think so. Donc voici la scène. Et elle ouvre à nouveau le casier et elle trouve un livre intéressant là-dedans. Et elle demande à Jimmy Jr. est-ce que je peux l'emprunter? Et lui répond non. Donc que va faire à votre avis Tina? Puisqu'elle ne peut pas l'emprunter, elle ne peut pas le prendre et l'enlever du casier, donc elle se remettra dans le casier évidemment pour le lire. Voilà. Bon, ce sont des épisodes intéressants, bon, très brefs en l'occurrence parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, hélas, heureusement ou malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en général cette série Bob's Burgers est très fine sur le plan de la connaissance de l'autisme. Et on pourrait montrer des épisodes où en 1 minute vous avez à peu près tout et tout est dit sur l'autisme. Et cela explique d'ailleurs peut-être hélas pourquoi cette série n'a pas été diffusée en Europe continentale, parce que pour la comprendre, il faut avoir une certaine connaissance de l'autisme, ce qui n'est pas encore le cas du grand public en général en Europe continentale, hélas, quelques pays exceptés. Donc peut-être qu'un jour, il y aura la version francophone ou autre de Tina, des aventures de Tina. Ce qui me plaît le plus dans toute cette histoire, c'est que finalement, au tout début, dans les premiers projets de la série, Tina ne devait pas être présente. Ce devait être un certain Dan ou Daniel, un garçon non autiste. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte que Tina était devenue incontournable dans la série. Et aujourd'hui, la plupart des épisodes de Bob's Burgers tournent autour de la petite Tina. Voilà, c'est juste pour dire que intégrer ou inclure l'autisme dans les médias, ce n'est pas juste un acte caritatif. Il peut y avoir aussi un intérêt autre tout à fait respectable par ailleurs. Puisque il a été très justement question grâce à Marie de thématiques plus compliquées, bien plus douloureuses, eh bien je me permettrai de dire que la série Bob's Burgers ne les évite pas. Il y a certains épisodes qui abordent cette thématique de violence que endurent ou peuvent endurer des gens porteurs d'autisme. Voici par exemple un. On ne verra pas tout parce que c'est plus long, on ne peut pas découper dans cet épisode juste quelques secondes. Mais voici une situation. Parce que, vous l'avez compris, Bob's Burgers fait allusion au restaurant du papa. Bob, c'est le papa. Il est propriétaire d'un restaurant de burgers, d'où le nom de la série. Et Bob, parfois, par moment, fait travailler ses enfants au resto. Un peu travailler, c'est-à-dire les enfants peuvent porter tel ou tel burger à tel ou tel client de temps à autre, je ne sais pas, ce n'est pas un travail non plus très intensif. Mais le danger, vous le sentez, c'est que tous les clients du resto ne sont pas forcément des anges.
Et en l'occurrence, un jour, arrive au resto un client qui est considéré comme pédophile. En vrai, ou sais-je en tout cas, si j'arrive à trouver son image, je ne sais plus à quelle minute il est, on l'aura bientôt, j'espère du moins. Voilà. Lui, il est considéré comme pédophile. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais bref, donc le papa mettra en œuvre toute une stratégie pour que Tina ne soit pas celle qui lui serve le burger. Voyez. Donc évidemment, les choses ne se passeront pas comme prévu parce que Tina voudra savoir pourquoi elle ne peut pas lui servir le burger, alors même que le papa lui avait dit de servir tous les clients. Enfin, vous voyez. Et le petit frère et la petite sœur de Tina en rajouteront une couche et ça deviendra totalement ingérable. Mais peu importe, je dirais, les péripéties qui rendent en fin de compte le scénario drôle, ce qui est important à mon avis, c'est que la série accepte de parler de ces problématiques douloureuses, alors même qu'à mon humble avis, elle a à y perdre. C'est-à-dire que si on veut faire une série divertissante, on n'a pas forcément intérêt à aborder ces sujets plus compliqués. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est assez louable de la part des réalisateurs d'avoir intégré cet aspect-là. Du moins, c'est ma petite opinion des choses. Bref, si Tina et Bob's Burgers vous intéressent, vous pouvez regarder si vous le souhaitez sur le web. Vous en savez sans doute bien plus que votre serviteur pour ce qui est des séries et des façons de les regarder. Je suis loin d'être un expert de Bob's Burgers et encore moins d'autres séries. Donc, je ne sais pas quel est le jugement de notre spécialiste par rapport à la qualité des burgers. Bon, on en reparlera peut-être. Voilà. En tout cas, oui, dans les films, eh bien, très souvent, l'amour est conçu comme une sorte de libération ou libérateur, facteur libérateur de l'autisme. À mon avis, peut-être que l'inverse pourrait être vrai. C'est naturellement à discuter, mais je pense qu'on pourrait considérer au contraire que ce n'est pas forcément l'amour qui est médicament à l'autisme, mais l'autisme qui pourrait être une sorte de médicament aux histoires trop conventionnelles. Parce que les histoires d'amour, c'est plus ou moins toujours la même chose, du moins celle que l'on trouve dans les livres, les films. Je trouvais ça très chiant quand j'étais enfant, c'est pourquoi j'évitais de lire ça. Et en plus, les romans d'amour sont faux, donc c'est fake news, raison de plus d'éviter leur lecture et donc la perte de temps. Heureusement qu'on a des gens, je dirais, au pays des gens autistes qui sont un petit peu plus haut en couleur et qui parfois donc vivent des histoires d'amour plus ou moins réussies, ce qui amène à des résultats bien plus intéressants que les histoires d'amour, dirions-nous, classiques. Je n'ose pas citer la phrase attribuée à Socrate parce que la phrase est formulée dans une version quelque peu misogyne, voire extrêmement misogyne, mais disons, elle peut néanmoins être dite par curiosité historique. Si ma mémoire est bonne, la formulation est à peu près la suivante. Dans tous les cas, mariez-vous, parce que si vous tombez sur une épouse bonne, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise épouse, vous deviendrez philosophe, ce qui est une chose excellente. Je laisse l'honorable assemblée juge de la véracité de la citation, mais en tout cas, en termes de personnes autistes intéressantes, pour plus ou moins illustrer notre propos, je vous propose de dire un mot de ce monsieur au nom fabuleux. C'est un test de QI que de retenir son nom exact. Donc, quand il était petit, ce monsieur-là, évidemment qu'il n'avait pas d'amis. C'était un enfant silencieux qui répondait tout au plus par un ou par deux mots. Et comme nous le verrons dans un instant, il avait un défaut d'élocution relativement majeur. Il se réfugiait dans la lecture. Il lisait tous les jours, non-stop, de 7 h du matin à 22 h du soir.
Ah, vous allez me demander comment se fait-il qu'un enfant ait le droit de lire de 7 heures à 22 heures tous les jours sans que personne l'interrompe ou l'embête? Eh bien, parce que ce n'était pas n'importe qui, c'était l'empereur du Brésil, Pierre II, empereur du Brésil pendant 58 ans et quelques. Donc, comme quoi, parfois, les gens autistes accèdent au pouvoir. Mais en fait, il n'était pas réellement intéressé par le pouvoir et donc il a laissé la République être pas protester contre sa propre déposition. Voilà, donc c'est pas toujours optimal. Mais ceci étant, au Brésil, aujourd'hui, si vous faites des sondages et demandez aux Brésiliens quel était leur dirigeant le plus populaire dans l'histoire du Brésil, eh bien Pierre II écrase tous les autres. Bon, ça ne tombe pas ça. Ben oui, il n'était ni corrompu, ni menteur, ni rien. C'est rare, mais bon, je n'ai rien dit. Donc, par contre, pour en revenir à notre sujet, eh bien, ah oui, encore une petite présentation, évidemment. Donc, notre camarade avait des centres d'intérêt que je n'ose pas appeler restreints parce que là, c'est plutôt étendu. Donc, anthropologie, histoire, géographie, géologie, médecine, droit, religion, philosophie, peinture, sculpture, théâtre, musique, chimie, physique, astronomie, poésie, technologie. En gros, toute la bibliothèque. Même mieux, avec ses propres livres, dès l'enfance, il a rempli 3 bibliothèques. Ah oui, il était enfant, donc le livre était gratuit, donc il en a bien profité, quoi. Voilà. Et bon, l'apprentissage des langues, bien naturellement, puisqu'il lisait et parlait couramment portugais, latin, français, allemand, anglais, italien, espagnol, grec, arabe, hébreu, sanskrit, c'est tout Pigarani. Je pense que le diagnostic n'est pas nécessaire. C'est une petite blague. Mais bah, pour en venir justement enfin au sujet du jour, puisque les années passaient, il est devenu adulte et donc il fallait qu'il se marie. Lourde tâche, vous pouvez être expert dans toutes ces choses et avoir quelques difficultés au niveau donc du mariage. Ceci étant, à l'époque, cela se passait autrement, du moins dans les milieux, dirions-nous, de haute noblesse, puisque les mariages étaient arrangés, et même mieux, les mariages étaient faits à distance. Pour votre serviteur qui n'a jamais assisté à un mariage, ça pourrait être une idée de réflexion, un mariage autiste à distance, non, je plaisante. En tout cas, a été arrangé son mariage avec une haute dame du royaume des 2 Siciles. Donc notre camarade, tout empereur qu'il fut, comme il ne répondait que par 1 ou 2 mots, eh bien ce mot c'était généralement oui, donc il s'est retrouvé marié. Et donc on lui a proposé cette image de cette haute dame du royaume des 2 Siciles. Peu de temps plus tard, plusieurs semaines plus tard, elle est enfin arrivée au Brésil. Et là, terrible désillusion parce qu'elle ne ressemblait en rien à l'image. De pudeur, je n'oserais lire les quelques qualificatifs désagréables inscrits à l'écran. Il a juste répondu à la gouvernante qui en fait assurait la régence de l'Empire parce qu'il ne s'intéressait pas du tout au cours politique de son pays, vous l'avez compris, il s'intéressait aux mollusques et autres, bref. Et donc, il lui a dit, ils m'ont trompé d'Adama, quoi, voilà. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cet étrange mot d'Adama? C'est un peu comme Kofefe de Trump, si vous avez suivi, non. En fait, c'est simplement que l'empereur du Brésil bégayait, avait des troubles de prononciation et il ne pouvait pas dire dama ou madame. Donc, il dédoublait en disant d'Adama. Cela me fait penser au livre Alice au pays des merveilles. Le vrai nom de l'auteur, c'était Dobson. Mais comme il ne pouvait pas prononcer son nom de famille, il disait Dobson. Et d'où d'ailleurs le fait qu'il ait adopté un nom de plume qu'il pouvait prononcer, et ça explique aussi la présence de l'oiseau dodo dans le livre Alice au pays des merveilles.
voyez, tout est lié. Mais bon, bref, c'était juste une petite rétrospective par rapport à cette appellation d'Adama. Et puis voilà, c'est ainsi qu'a continué le règne glorieux de Pierre II jusqu'à ce qu'il soit déposé, faute de réaction de sa part pour se maintenir au pouvoir. Ouais, c'est rare, des hommes politiques non attirés par le pouvoir, mais bon, que sais-je, ça existe. En tout cas, vous voyez comment un peu l'histoire d'amour, si on ose qualifier ça de Pierre II, a eu des suites, puisqu'il s'est passionné encore davantage pour toutes sortes de sujets de cristallographie et autres choses passionnantes, et a encore plus délaissé le cours, je dirais, politique des affaires du pays. Bref. Donc, à méditer. Mais il y a des exemples, je dirais, peut-être plus proches encore de nous. En termes d'histoire d'amour non conventionnelle, on pourrait évidemment nommer celle de Søren Kierkegaard, donc le philosophe, qui s'était donc épris dans sa jeunesse de Regine Olsen. Il y avait donc, c'était toute une longue histoire d'amour pendant 8 ans, le mariage était programmé, mais subitement, un jour par lettre, le 11 août 41, il a décidé donc de casser avec elle. Et, sans explication réelle. Donc elle est tombée dans des dépressions très profondes. Son papa a supplié le futur philosophe de l'expliquer, de l'aider, d'expliquer sa décision. Plus tard, il a donc accepté de venir à une entrevue avec son ancienne fiancée. Donc, et il lui a dit avec une extrême brutalité qu'il ne se marierait avec elle que dans 10 ans, quand il sera vieux et qu'il aura besoin d'une femme pour le consoler. Quelque chose comme cela. Ce qui évidemment n'était pas, je dirais, de la meilleure galanterie et n'a conduit qu'à des difficultés croissantes. Et toute sa vie, tout le reste de sa vie, Kierkegaard a essayé de réfléchir, rationaliser cet échec, et il en est devenu philosophe et théologien, comme quoi la phrase de Socrate avait un petit fond de vérité. Et alors, par exemple, par la suite, dans ses explications théologiques, il en était venu à dire qu'il avait rompu les fiançailles avec Regine Olsen parce qu'il avait lu dans la Bible qu'il fallait renoncer à ce que l'on aimait le plus. Voilà une compréhension tout à fait littérale, si j'ose dire, peut-être un peu autistique parfois, vrai ou pas vrai. En tout cas, on voit comment cet événement matriciel a amené à beaucoup, je dirais, de créations intellectuelles, philosophiques et autres durant le reste de la vie de l'auteur. Pardon de le dire aussi méchamment, mais si l'histoire d'amour entre les deux avait fonctionné, eh bien on n'aurait sans doute pas eu tous ces livres et ouvrages. Non, je ne sais pas, du plus grand philosophe danois de tous les temps. Mais que sais-je, passons peut-être à autre chose. En tout cas, un peu, vous voyez, dans ces histoires littéraires plus ou moins liées à l'autisme et à l'amour, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que des études l'ont montré, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, c'est que les personnes ayant un profil autistique et passionnées par la lecture d'ouvrages de fiction développaient beaucoup plus de compétences sociales que les personnes autistes passionnées par la lecture, mais ne lisant que des textes de non-fiction, documentaires ou de science, que sais-je. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la rubrique des centres d'intérêt de Pierre II du Brésil ne figurait pas trop les romans 50 nuances de voilà, ce qui explique peut-être certaines de ces difficultés. Je l'ignore dans les détails, mais en tout cas c'est une hypothèse possible. Et à ce titre, je me dis que peut-être j'ai eu la chance d'avoir dans ma petite existence une sorte de glissement des centres d'intérêt, puisque depuis le centre d'intérêt pour les maths ou les sciences dures qui avait marqué mes très jeunes
années, je suis petit à petit parvenu vers des sujets un peu plus que je n'oserais qualifier de littéraires, mais presque. Alors que durant mon enfance, j'avais le plus grand mal à accepter de lire des livres de fiction, précisément parce que je les jugeais faux. Aujourd'hui, je peux plus ou moins le faire. Peut-être que les 7 années que j'ai dû passer en tant que rédacteur de discours pour des hommes politiques qui ont joué un certain rôle, mais cela reste naturellement à préciser. Alors, chez certaines personnes autistes, je dirais, il y a une sorte de formulation, reformulation du sentiment amoureux, non pas vers des personnes en tant que telles, mais par exemple vers un pays ou une certaine langue. Et je crois que chez certains de mes amis autistes, grands linguistes, grands auteurs de dictionnaires, il y a tout à fait cela. C'est assez intéressant. Et lorsque, par exemple, il y a un moment de béguin pour telle ou telle personne, ce n'est pas forcément, si j'ose faire cette analyse rapide et hasardeuse pour la personne en tant que telle, mais c'est parce que cette personne incarne ou pratique telle ou telle langue, culture ou que sais-je. C'est un intéressant, je dirais, phénomène, sans doute à étudier plus en détail. Un cas que je me permettrai d'esquisser dans les quelques minutes qui nous restent, puisque je dirais c'est un peu incontournable dans la présentation, c'est le cas donc de cette amie styliste qui s'appelle Déborah et dont j'ai voulu cacher le prénom dans le bouquin de l'amour en autistant en la nommant Déby, mais je crois que ce n'était pas une façon suffisante pour occulter son prénom. J'ai dû faire une gaffe à cet égard, mais elle m'a autorisé à parler d'elle, donc je me sens couvert à cet égard. Donc, Déborah, ce qui est intéressant, alors même qu'il s'agissait de l'une des plus éminentes stylistes de France, du moins par le succès des collections, puisqu'elle était dans une maison de couture extrêmement réputée, eh bien, lorsque vous tapez son nom dans Google, vous ne trouverez aucune photo d'elle. On pourrait ajouter ça comme critère un peu DSM, non, bon, je plaisante un peu, mais c'est quand même très intéressant. Vous imaginez une personne qui a quand même eu un rôle de premier plan dans le monde du design, et dont vous ne trouverez aucune photo en tapant son nom. Mais par contre, vous trouverez des photos de ses créations, ce qui est le cas, du moins, des premières vignettes qui s'affichent. Donc, chez Déborah, je peux peut-être me permettre cette petite, je dirais, incursion en territoire privé. Eh bien, chez Déborah, il y a eu, au début de sa vie, elle a eu, je dirais, un semblant d'histoire amoureuse. Je précise qu'elle est homosexuelle. Il y a eu un semblant d'histoire amoureuse, mais qui n'a pas marché. Elle s'est très vite rendu compte que ça n'était pas ce qu'elle recherchait en termes, je dirais, d'amour. Et maintenant, avec le cours des années, j'ai la chance de la connaître depuis une dizaine d'années. Et bien, avec le cours des années, son sentiment amoureux s'est développé dans deux directions. Et il y a une sorte d'amour ou de fascination pour le beau. C'est le genre de personne qui évite de descendre à des arrêts dont le nom est disgracieux. Vous voyez un peu, ça va très loin. Et d'autre part, une formulation qu'elle sait bien mieux argumenter que je ne saurais le faire ici devant vous, de ce qu'elle nomme l'amour inconditionnel. Et j'ai trouvé ça très intéressant, comment dans le parcours fait de 1001 embûches, parce qu'inutile d'ajouter que le milieu de la mode est un milieu extrêmement rude, ce n'est pas un monde autism-friendly, pas du tout. Donc comment, de par les embûches présentes dans la vie d'une personne autiste, eh bien, il peut y avoir peut-être un résultat qui, d'une certaine façon, surpasse ce qui était initialement attendu. Et si vous le permettez, puisque c'est un peu depuis 3 jours ou 4 jours mon petit dada, pour finir un peu dans cette même veine, j'allais vous parler d'une épaisse forêt qui s'est située, ou était située plutôt près de Nottingham. Donc quand on prononce ces mots, je crois que tout le monde a compris qu'il s'agit de la forêt dite de Sherwood, que certains spécialistes placent à peu près ici,
Derry, que d'autres mettent un tout petit peu plus au nord, vers York, mais bon, peu importe les détails. Le terme Sherwood en tant que tel ne signifie pas grand-chose. Cela veut dire en moyen anglais région boisée, donc ce n'est pas très précis. Mais en tout cas, au cœur de cette épaisse forêt habitait ce personnage, Robin Hood. Alors, Robin Hood, d'emblée, doit être débarrassé de tous les ajouts, premièrement de Disney, et de tous les ajouts du 19e siècle, créés par la fertile imagination de Walter Scott. Donc, tout ce qui est Dame Marianne ou Dame Mathilde, Frère Tuc et compagnie, ce sont des ajouts très récents au personnage. Le vrai, je dirais, personnage de Robin Hood est probablement celui qui est dépeint dans les textes issus du Moyen-Âge ou les textes du Moyen-Âge tout court. Donc, très rapidement, quelles sont les principales caractéristiques de Robin Hood? Donc, premièrement, la capuche, ce qui lui donne son nom, Robin Hood. Deuxièmement, son arc, le grand arc. On y reviendra dans un instant. Troisièmement, Robin est toujours habillé en vert, et un vert très particulier. C'est le Lincoln Green, jamais autre chose. Ou plutôt si, quand il va en ville ou au village, eh bien, il ne peut plus porter sa tenue verte parce qu'il est connu comme l'homme en vert. Donc, question à 1000 livres sterling. En quelle couleur s'habille Robin Hood lorsqu'il va au village? En bleu, évidemment. Voilà. Maintenant, on garde ça au frigo pour dans un instant. Donc, Robin, nous l'avons dit, c'est un solitaire. On est d'accord. Rappelons que la forêt de Sherwood au Moyen-Âge n'était pas un lieu de villégiature. C'était un lieu dangereux aux frontières du monde connu ou habité. C'était un peu comme vivre dans les zones tribales de l'Afghanistan aujourd'hui, si on peut oser ce parallèle. En tout cas, dernier trait majeur de Robin Hood, c'est son sens de la justice. Donc nous connaissons tous la fameuse phrase « Il prenait aux riches et il donnait aux pauvres », l'inverse de nos hommes politiques, en quelque sorte. Mais ce n'est pas tout, puisque le sens de la justice de Robin Hood, du moins dans les versions médiévales, allait bien plus loin. Robin Hood, ce n'était pas qu'une justice redistributive, c'était quelqu'un qui défendait le roturier contre le noble, et il y a aussi beaucoup d'épisodes de défense de femmes au village ou dans la forêt. Bref, et lorsque Robin Hood a le sentiment qu'il y a une injustice, eh bien sa violence se déchaîne. C'est un personnage extrêmement violent, Robin Hood. On l'a un peu effacé au cours des siècles jusqu'à en faire une sorte de dandy gentilhomme chez Disney. Mais dans les versions médiévales, Robin Hood, c'est quelqu'un qui est extrêmement violent, un peu façon, si j'ose dire, il y a du Robespierre chez lui, intransigeant, incorruptible. Si par exemple il attrape un moine qui prétend ne posséder aucun bien de ce monde et qui cache dans sa robe 800 livres sterling, forte somme à l'époque, eh bien là il n'y a pas de quartier. Voilà. Donc, alors, essayons peut-être de faire un diagnostic, non? Peut-être tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? Donc, Robin Hood, sens de la justice, ça on connaît, au pays du monde des autistes, plus ou moins. Voilà. D'autre part, isolement dans la forêt, oui, pourquoi pas? J'en connais des gens autistes qui vivent dans la forêt de nos jours. Autre chose, la capuche. Problème sensoriel, donc casquette, chapeau aujourd'hui, capuche au Moyen-Âge, non? Qu'en pensez-vous? Voilà. Autre chose, l'obsession de la couleur verte. Lorsque Robin Hood veut faire un cadeau à quelqu'un, il offre une tenue verte dans les histoires médiévales. Il y a certes, je dirais, une peut-être forme d'attraction pour le vert. Et peut-être que chez les gens autistes à discuter, le vert pourrait venir juste après le bleu dans l'échelle des préférences. Mais surtout, comment était fabriqué le Lincoln Green au Moyen-Âge? Il était fabriqué à partir de la couleur bleue à laquelle on ajoutait du jaune. Donc on retrouve un petit peu nos gammes usuelles, si j'ose dire. Et dernier élément, l'arc. Vous me direz, dans ces contrées dangereuses, il faut avoir une arme. C'est vrai, mais je ne pense pas que ce grand arc soit l'arme optimale pour une forêt épaisse.
puisque vous ne pourrez pas tirer bien loin et votre progression dans les sous-bois sera entravée. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un centre d'intérêt. En effet, Robin parle tout le temps de son art. Donc, le diagnostic peut passer pour un peu tiré par les cheveux, mais il n'est pas forcément plus absurde que ce que nombre de psychiatres font au quotidien, un peu en tout cas, en toute humilité, je crois que c'est peut-être une des premières fois que l'on suggère une hypothèse explicative pour la fameuse capuche de Robin. Mais bon, peu importe les détails. En tout cas, si on regarde le monument qui est considéré comme étant la tombe de Robin, bien sûr avec toutes les précautions historiques d'usage, on peut faire un clin d'œil à ces quelques vers qui terminent, ce sont les derniers vers d'une version médiévale de l'histoire de Robin Hood. Donc on peut voir que c'était un bon hors-la-loi et il a fait aux pauvres beaucoup de bien. J'ignore combien d'hommes politiques pourraient avoir ce type d'épitaphe, cela reste naturellement à voir. Mais en tout cas, l'histoire pourrait être plaisante dite comme cela. Quelqu'un qui a été brutalement exclu de son environnement d'origine, qui a sans doute enduré beaucoup de difficultés dans cette terrible forêt, est quand même devenu, je dirais, quelqu'un qui a plus fait pour son prochain que je ne sais quel prince puissant ou souverain de son époque qui ont tous rejoint les poubelles de l'histoire. Je pense qu'on pourrait peut-être le résumer dans une phrase qui est attribuée à Shakespeare et que, en toute humilité, je trouve fort intéressante, qu'on pourrait traduire ainsi: aime tout le monde, fais confiance à quelques-uns et ne nuis à personne. Peut-être que sais-je, on pourrait y voir une forme, une expression de l'amour, et ce que peut-être Déborah appellerait l'amour inconditionnel. En tout cas, c'était ces quelques mots que je souhaitais partager. Merci beaucoup.